On peut peut-être prendre 3-4 questions. Merci tout le monde. Ce qui a attiré mon attention, c'est surtout ce concept de gouvernance. Donc, c'est la première fois que je viens d'avoir que ce concept trouve déjà ses origines dans la conseil philosophique chez les Arabes, pour les philosophes arabes. Donc, est-ce qu'effectivement, ce concept de gouvernance, dans son acception, parce que déjà la gouvernance est un concept à la mode ces dernières années, bon, si on veut remonter dans l'histoire chez les philosophes arabes, est-ce qu'effectivement on peut retrouver des traces de ce concept dans son acception la plus large? Si oui, j'aimerais bien avoir une référence à quelqu'un qui pourrait m'aider dans mes recherches par la suite. C'est bon, nous saturons. Oui. Monsieur Ben Makhlouf, à la page 90 de votre livre, vous évoquez l'idée du territoire de la pensée, ou la pensée dans son rapport avec le territoire, et je cite: la pensée nomade, c'est-à-dire la pensée hors des 10 catégories d'Aristote, est bien possible, mais elle reste sans domicile fixe, car on ne peut lui attribuer les formes de classification que sont le genre et l'espèce. Vous développez par la suite. Moi, ma question est la suivante. Puisque effectivement votre livre tente aussi de faire un pont entre la philosophie, disons classique, et la philosophie contemporaine et les problématiques contemporaines, comment peut-on, quel pont pourriez-vous créer entre cette pensée-là et ce qu'un glissant par exemple appellerait une pensée du tout monde, qui puisse à la fois qui puisse en même temps garder les singularités de certains territoires? Et encore, quel pont pourriez-vous créer avec une philosophie postmoderne qui pense actuellement à une société post-humaine, à une société machinisée par exemple, à la question du devenir chez Guattari et Deleuze par exemple? Donc quel pont pourrions-nous créer entre ces deux pensées? Est-ce que la pensée d'Averroès, d'Avicenne peut nous aider à penser actuellement ces problématiques, notamment du genre et de l'espèce? Je vous remercie. Merci, Dr. Alimoukrouf. Moi, je ne vais pas poser de questions, simplement, je voulais savoir plus sur l'intitulé de votre livre. Vous l'avez défini comme « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» Il n'y a pas de point d'interrogation. Et en bas, il y a l'intitulé « L'héritage oublié ». Le mot héritage, pour moi, ça me rappelle le mot arabe « at-turat ». Est-ce que, par rapport à votre approche actuelle, pour nous donner cette réponse, s'agit-il de at-turat ou autre chose? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Peut-être que, oui, c'est bon, je réponds à ces 3 questions. On terminera peut-être avec ces 3 questions qui sont très puissantes. Je vous remercie. Comme toutes les autres, moi j'apprends toujours du public, parce que je suis très heureux de voir les ramifications de ce qui peut être dit ici ou là. Oui, monsieur, pour la gouvernance, il y a des textes. D'abord, vous avez raison, le mot est à la mode aujourd'hui. Moi, je ne l'aime pas beaucoup. Le mot de gouvernance, je ne l'aime pas beaucoup. C'est un mot marketé, c'est du marketing. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? Des modes du gouvernement, des modes de gouvernement, bien évidemment, c'est ça. Pourquoi je ne l'aime pas beaucoup? Parce que on a l'impression qu'on va gérer les hommes comme on gère les biens et les services, enfin, comme on gère les biens. Et donc, on va avoir presque un rapport marchand aux individus. C'est ça que, bon, il ne me plaît pas beaucoup. En revanche, effectivement, son équivalent en arabe, at-tadbir, ça c'est une très belle notion, et ça a été effectivement, il y a beaucoup de textes. Il y a un texte d'Ibn Muqaffa, il y a un texte apocryphe qui est Sirr al-Asrar, le livre des secrets
qu'on prête à Aristote parce qu'il a été le conseiller d'Alexandre le Grand, et donc les conseils qu'Aristote aurait donnés à Alexandre le Grand. On sait que ce texte est un texte totalement inventé par les Arabes, mais très très intéressant. Il est attribué à Aristote. Et il y a je pense encore pour les références, parce que vous m'avez demandé les références, dans le commentaire sur les lois de Platon, d'Al-Farabi, que j'ai eu le bonheur d'éditer aux éditions du Seuil, donc vous pouvez les lire en français en 2007. Dans ce texte, sur le commentaire des lois de Platon, c'est un exemple d'ailleurs de résumé, parce que les lois de Platon, c'est 12 tomes, Al-Farabi en fait 35 pages. Et dans ces 35 pages, eh bien, il s'arrête justement sur l'éducation par les lois. Et c'est tout à fait la question du tadbir qui revient. À quoi le législateur fait attention? Il fait attention à ce qui cimente une société. Et ce qui cimente une société, disait déjà Platon, et Al-Farabi le commente, c'est le chant par exemple. Et le chant regroupe les gens. Qu'est-ce que les gens chantent? Surtout dans les fêtes champêtres, dans les vieilles sociétés. Et qu'est-ce que le moussem, voilà, c'est un très très bon exemple. Quand le législateur doit aller écouter ce qui se dit dans un moussem. Ça, Al-Farabi le dit d'une manière extraordinaire. Parce qu'il y a quelque chose du lien qui va faire remonter dans la loi. Je vous donne comme ça quelques exemples. Et il y a une très très belle lettre aussi dans Al-Muqaddimah d'Ibn Khaldoun sur la manière dont un prince doit... Ah, c'est très très joli parce qu'il y a tout un langage masqué. Le prince doit tout le temps craindre Dieu, et Dieu intervient comme celui qui va lui permettre de ne pas faire n'importe quoi pour éviter l'arbitraire humain. Et donc il y a toute une transposition au regard de Dieu de ce qui serait par exemple le regard des citoyens sur l'action des responsables d'une cité. Madame, merci pour votre question sur le territoire de la pensée, c'est très très important. Effectivement, le nomadisme d'une pensée, c'est une pensée qui se cherche et qui ne se met pas sous la classification du genre de l'espèce homme, animal, raisonnable. C'est l'espèce raisonnable de tous les animaux. Donc on avait véritablement ainsi chez Aristote territorialisé la pensée, et des gens comme Deleuze que vous avez cité, refusent cette territorialisation parce qu'elle reste quand même arbitraire. Aristote a pensé qu'on réfléchissait à travers 10 catégories: la substance, la quantité, la qualité, la relation, l'action, la passion, l'avoir, la position, et que finalement, pourquoi 10 ? Pourquoi pas 4 ? Pourquoi les regrouper de cette façon ? Donc il y a un aspect arbitraire dans l'histoire de la philosophie sur une réflexion sur ce point-là, et je crois qu'effectivement on doit interroger ces territoires anciens de la pensée pour voir comment on peut les bouger. Alors les ponts, c'est ce que vous me demandez, les ponts, comment les bouger ? Eh bien, c'est d'essayer de voir ce qui est intéressant finalement. Si je prends l'exemple d'Avicenne, c'est plus le besoin d'un schème conceptuel que le contenu de ce schème conceptuel. Peu importe qu'il ait cherché chez Aristote, mais l'idée que l'on essaye d'avoir ce qu'il appelait lui, d'une très très jolie expression, el-wahm, la faculté estimative. Pour un médecin, la faculté estimative, c'est quoi? Il a toute une carrière de cas cliniques, et maintenant qu'il a toute cette carrière de cas cliniques, quand il voit un cas, il le voit directement comme la règle, c'est-à-dire que ce n'est pas un cas de plus, mais toutes les données observables ont constitué une cohorte suffisante pour qu'il puisse estimer comment il va faire son diagnostic et son pronostic. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est plutôt de ce côté, si vous voulez, que je verrai, parce que je travaille beaucoup, vous l'avez signalé tout à l'heure, au Comité consultatif national d'éthique, je travaille beaucoup avec les médecins, et ce qui m'intéresse, justement, c'est les ponts avec la médecine, c'est le champ de recherche que j'ouvre en ce moment. Oui, ils ont parlé du devenir Deleuze et Guattari, et quelle serait la place du devenir précisément dans ces philosophies. Justement, si je prends juste l'exemple des traductions, jamais les traductions n'étaient faites
dans l'idée qu'il fallait traduire des significations données et figées. Les traductions, c'était pour comprendre. Et comprendre, la compréhension est toujours orientée vers le devenir, alors que la signification est orientée vers, eh bien, qu'est-ce qui a été dit que je vais en quelque sorte traduire. Traduire, c'est comprendre. Traduire, c'est fait pour comprendre et non pas pour véhiculer un sens figé. Donc, pour vous répondre, voici quelques ponts que je vois. Alors, l'intitulé Héritage Atzorat, oui, l'héritage oublié, pour vous répondre, c'est aussi, vous savez, un titre pour un livre se discute beaucoup de manière contingente avec son éditeur. Et il se trouve que la réhabilitation de la pensée médiévale en France s'est faite, toute pensée médiévale, hébraïque, latine, arabe, dans ces trois médiums, s'est faite à partir des années 90. Et une chaire vient d'être attribuée au Collège de France à Alain de Libera en 2013. Et finalement, Alain de Libera a fait beaucoup pour réhabiliter le médiéval. Il se trouve que pour réhabiliter le médiéval, il avait utilisé l'expression d'héritage oublié. Et donc ça, c'était un clin d'œil de l'éditeur à ce travail d'Alain de Libera. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça Tzolat? Je crois que Tzolat va beaucoup plus loin, si vous voulez, parce que dans Tzolat, il y a la notion aussi de tradition, de quelque chose qui a nourri. Bon, je le vois en un sens beaucoup plus ample, mais en tous les cas, si vous voulez, c'est pas un intitulé que j'ai, moi, particulièrement choisi. Je vous remercie. Bien, merci à tous les deux pour ce brillant dialogue que vous nous avez offert ce soir. Vous nous avez tenus en haleine autour de cette pensée des philosophes arabes. Et vous formiez tout à l'heure le vœu que tout le monde se mette à philosopher. Je mesure à la fois par le nombre de l'assistance et par la qualité des questions que beaucoup de gens répondent à votre invitation. Et donc, je tiens à vous remercier tous. Pourquoi lire les philosophes arabes? Vous pointez une catégorie, en apparence, dans votre titre, une catégorie de personnes, et pourtant on a bien compris dans votre discours que c'est avant tout pour les intégrer dans l'universel, pour décloisonner le savoir, et donc eh bien, je souhaite que nous puissions tous relever cette invitation, et grâce à vous, marcher de plus en plus vers cette universalité qui nous rapproche. Eh bien, merci à tous, merci à l'assistance pour votre participation, merci beaucoup à Monsieur Jalil Chebi, le directeur du Pullman, pour son accueil ici, et merci à Monsieur le Gouverneur pour votre présence qui nous fait toujours très plaisir. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Je crois que des exemplaires du livre sont ici, si vous le souhaitez, avant de partir. Peut-être vous livrerez-vous à une séance de signature, si vous le voulez bien. Je crois que le public serait très heureux. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle soirée littéraire. Merci. Nous venons d'accueillir ce soir Ali Ben Makhlouf ici à l'hôtel Pullman et nous sommes très heureux d'avoir pu vivre cette rencontre philosophique de manière absolument passionnante avec un orateur brillant et qui nous a captivé, qui nous a parlé de philosophie mais avec la simplicité d'un discours vraiment autour des philosophes arabes et avec son livre « Pourquoi lire les philosophes arabes ?» Eh bien, c'est une très belle soirée de philosophie qui nous a appris à décloisonner le savoir, à aller chercher l'universel, à comprendre que la sagesse, la philosophie, la sagesse, elle est universelle et qu'elle nous rapproche tous les hommes. Et donc voilà, une très très belle soirée organisée par l'Institut français avec le soutien de l'hôtel Pullman. Donc une très très belle soirée que nous venons de vivre.